Ravi de vous retrouver pour l'émission Vous Zoom. On va préparer ensemble la 18e journée, une 18e journée un petit peu particulière parce qu'elle sera étalée sur 2 semaines. On commencera mardi, mercredi et jeudi avec 5 rencontres de cette 18e journée, plus une qui a été reportée de la première journée. On en parle d'ici quelques instants. Alors, c'est une émission un petit peu différente, une émission express, un Vous Zoom express, puisque je vais la partager avec Christian Schakels. Christian qui est la face visible de Vision du jeu. Bonjour Christian. Bonjour Serge. Et on va essayer évidemment de préparer, de préfacer cette 18e journée avec des faits et avec des analyses, mais aussi avec des chiffres intéressants. On va commencer peut-être par le bilan, Christian, après Oui, 17 journées, même si évidemment les 20 équipes de Première Ligue n'ont pas joué 17 matchs. Il y a pas mal d'équipes qui ont quelques matchs de retard. Mais le bilan, qu'est-ce qu'on voit? Est-ce qu'il y a oui, du changement par rapport à la dernière oui, émission? la moyenne descend toujours depuis quelques semaines. On est à 2,81 buts par match. Donc voilà, on a vu ça s'améliorer dans la normalité. Et donc voilà, la chose intéressante qui a un peu évolué, c'est le nombre de partages qui a augmenté. On est quand même maintenant à 25%. Progressivement, tout s'équilibre. Voilà donc pour le bilan. On va passer à la première rencontre. Le principe, c'est qu'on va préfacer, préparer et présenter les 6 matchs prévus en direct sur Vous Sport World de mardi à jeudi. On commence avec le match de mardi à 19h. C'est Sheffield United Newcastle. Alors, c'est un match évidemment dans le bas du classement. Sheffield est actuellement 20e avec 2 petits points. Newcastle a 19 points et 15e, est classé 15e. Alors, si on veut faire l'analyse à l'épreuve des faits, Christian, qu'est-ce qu'on peut dire d'abord de cette équipe de Sheffield? On a tout le temps parlé des équipes du haut du classement avec leur modèle et tout ça. C'est intéressant de voir en fait pour une fois ce que c'est le calvaire de passer une saison en première ligue alors que tout le monde en rêverait, avec des résultats et avec avec un bilan offensif catastrophique. On voit que Sheffield pour le moment est à 8 buts. Regardez, c'est très très facile de faire une infographie comme ça. Sur le terrain, ben voilà, il y a très peu de points positifs à ressortir, et on voit en fait finalement qu'après une saison basée sur un système défensif l'année passée pré-Covid qui avait été très intéressante, où il s'était classé quand même dans le ventre mou du classement, même proche du top 6. On voit que cette saison, ben voilà, post-Covid et cette saison-ci, plus moyen de marquer un but, et donc plus moyen de marquer un but, donc pas moyen de prendre des points, et donc on est en difficulté. Regardez sur le panneau de gauche, 2 buts sur jeu dominant placé, 1 sur jeu direct et 5 buts sur phase arrêtée. C'est vraiment un calvaire cette saison pour eux. Calvaire, il y a une petite note positive quand même. C'était pas en championnat, mais en Cup ce week-end. Première victoire depuis 6 mois, depuis le mois de juillet, en match officiel pour Sheffield, qui ont été gagnés 2-3 du côté de Bristol Rovers. On notera aussi, Christian, qu'ils n'ont toujours pas réussi de clean sheet par contre. Ça fait 22 matchs maintenant sans clean sheet. Et c'est très étonnant parce que l'année passée, ils avaient su garder souvent le zéro, c'est ce qui les avait permis, un peu dans le même style que Wolverhampton, de rester dans le haut du classement. Mais à l'instar d'autres équipes en Europe, comme Schalke aussi, où il y a 2 ans, ils étaient à la deuxième place, c'est la Ligue des Champions. Après, quand on gagne tout le temps par 1-0 ou faire 0-0, finalement, si on ne tient plus ce score défensif et qu'on n'a pas la possibilité de marquer des goals pour compenser, bien alors c'est la chute. Pas de victoire en championnat en première ligue pour Sheffield en 17 matchs. C'est plus arrivé depuis, je l'avais noté, 118 ans en Angleterre. Donc, c'est quand même un fait assez extraordinaire. Est-ce que Sheffield peut battre Newcastle ce week-end? On sait que cette équipe de Newcastle elle est capable du meilleur comme du pire. Elle avait notamment fait un 0-0 face à Liverpool en fin d'année dernière. Mais bon, c'est une équipe qui a aussi beaucoup de mal à marquer et qui a parfois aussi du mal à défendre, Christian. Là aussi, hein, on peut le voir, on peut commencer en regardant sur la gauche justement le détail des buts encaissés, des 26 buts encaissés. Il y a surtout 8 buts qui sont encaissés sur jeu direct. Donc une équipe qui ne s'est pas marquée et qui en plus joue avec un bloc équipe très haut et qui prend des reconversions rapides, comme on le voit sur l'infographie, c'est une catastrophe. Ça vient de très loin, 2 passes de la zone défensive adverse. Une action individuelle, ça passe par l'axe, ça va très vite. Et là, il faut absolument remédier à ça, sinon la chute va être irrémédiable.
Et une équipe qui en plus est en crise offensive pour le moment. On l'a vu notamment en Cup ce week-end. Ils ont été battus du côté d'Arsenal dans les prolongations. Sans Callum Wilson, c'est le meilleur buteur Callum Wilson, mais voilà, on ne sait pas s'il va jouer puisqu'il était blessé ce week-end. En tout cas, c'est une équipe qui a aussi beaucoup de mal à marquer. Je l'avais noté, 3 buts seulement en 7 matchs et il n'y a plus de victoire pour Newcastle depuis cette rencontre. Donc, ça pourrait être l'occasion pour Sheffield de l'emporter ce week-end, d'aller chercher une première victoire. Ce deuxième rendez-vous, c'est déjà mardi soir, Wolverhampton face à Everton, qu'on envoie à 21h15. Wolverhampton 13e, 22 points, un classement quand même décevant par rapport aux ambitions et par rapport aux 2 derniers championnats des Wolves. Par contre, Everton est 7e, 29 points, avec un match de moins. On commence avec Wolverhampton, Christian. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette équipe de Wolverhampton? Il y a quand même quelque chose qui saute aux yeux. On avait évoqué justement cette blessure de Jiménez et donc on avait dit qui va prendre le relais. On avait vu sur l'ensemble des 2 saisons qu'il y avait le meilleur buteur était à 5 buts sur 2 saisons derrière Jiménez. Donc là, il y a un vrai problème. Il y a 5 points qui ont été pris sur 21. Il y a seulement 7 buts qui ont été marqués. Vous pouvez voir le tableau. Il n'y a qu'une victoire contre Chelsea le 15 décembre. Pour le reste, ce ne sont que des résultats où il y a perte de points. Et donc, j'ai mis ici en dessous du tableau, j'ai mis le nom des buteurs. Et on voit en fait qu'il n'y a qu'un joueur qui a marqué 2 buts lors de cette période. C'est Romain Saïs qui est un défenseur. Donc, ça a été fait sur des phases arrêtées. Il faut absolument trouver une solution pour pouvoir compenser la blessure de leur meilleur buteur qui était vraiment quelqu'un de performant. Bon, il y a eu 2 points, on le voit, sur les 4 derniers matchs de championnat. Wolverhampton avance à petits pas. Une petite note positive, encore une, c'est Adama Traoré qui a marqué ce week-end en Cup. Il n'avait pas marqué de toute l'année 2020 en Angleterre. Il avait marqué en Coupe d'Europe, mais pas en Angleterre. Donc Adama Traoré n'est visiblement pas une solution pour les Wolves. Par contre, j'ai lu qu'ils allaient rappeler de près Patrick Cutrone, qui était prêté à la Fiorentina depuis le début de la saison. Est-ce que ça peut être une solution? Difficile à dire. On verra s'il jouera très rapidement. Un petit mot quand même sur ce jeune joueur, Fabio Silva. 1 but seulement sur penalty. Donc, visiblement, c'est trop tôt en tout cas pour remplacer Raúl Jiménez. C'est lui qui l'avait remplacé lors du match contre Everton lors de la blessure. Et on avait espéré qu'il allait pouvoir saisir sa chance, mais à Wolverhampton, c'est déjà difficile de marquer. Alors en plus, si tout repose sur ses épaules à lui, ça va être compliqué. Bon, Everton, j'ai une question pour vous, Christian. Est-ce qu'Everton peut être considéré comme une équipe de contre? Si je prends en tout cas les derniers matchs des Toffees, il y a eu les victoires face à Leicester, face à Chelsea, face à Arsenal, et puis cette déception dans ce match à domicile face à West Ham, où Everton devait faire un petit peu plus le jeu et où finalement Everton a été battu en fin de match 0-1. Là, c'est très intéressant, Serge, parce que quand on voit sur cette infographie, on a vu en fait que le modèle de jeu jusqu'au 5 décembre, lorsque Calvert-Lewin a marqué son dernier but, le jeu posé et l'utilisation des centres étaient vraiment la force principale d'Everton et ils étaient d'ailleurs les meilleurs dans ce domaine-là. Depuis que Calvert-Lewin ne marque plus, c'est-à-dire depuis ce 5 décembre contre Burnley, ils ont marqué seulement 1 fois sur centre. Et encore, c'était un but contre son camp de l'adversaire. Donc, heureusement, à l'inverse de Wolverhampton et de Southampton, leur meilleur buteur ne marque pas, mais par contre, les autres ont pris les relais, ce qui a permis d'avoir quand même une série de 4 matchs consécutifs avec des résultats très intéressants. Là, il y a eu la défaite qui s'est passée. Maintenant, il est très important de pouvoir retrouver ce modèle de jeu, le passage par les flancs, l'utilisation du centre, mais surtout de pouvoir trouver Calvert-Lewin pour qu'il reprenne en fait une vitesse de croisière dans les buts qu'il a marqués. Une bonne nouvelle, c'est le retour de blessures de certains joueurs, notamment Lucas Digne, qui est important sur le flanc gauche et qui pourrait revenir. Exactement. Et pourrait donc jouer à Wolverhampton mardi soir. Un match très serré. On est curieux de voir qui peut en sortir vainqueur ou si les 2 équipes vont se neutraliser. Troisième rendez-vous, c'est un match qui va se dérouler mardi également à 21h15, mais vous pourrez choisir ou voir les 2 matchs en parallèle si vous voulez. C'est Burnley-Manchester United, un match évidemment très important pour United. On va commencer avec Burnley, 16e avec 16 points. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'équipe de Sean Dyche, Christian? Ils sont actuellement dans une bonne passe, mais c'était intéressant de voir quels sont les résultats de cette équipe
contre le top 11. Et là, on voit que les résultats sont très, très, très mauvais avec une production offensive très faible. Et donc, face à Manchester United qui est en train de dérouler pour le moment, ça va être quand même relativement difficile. Bon, c'est peut-être un cliché, mais on peut dire que Sean Dyche fait du Sean Dyche, puisqu'on voit que les matchs sont quand même solides. C'est une seule défaite depuis le début décembre en 6 matchs. C'est quand même 4 clean sheets. Donc, on fait de nouveau le nécessaire pour assurer le maintien, même si on n'est même pas encore à la moitié du championnat. C'est du Burnley classique. C'est le lot des équipes qui doivent se battre chaque année pour la relégation. Il faut absolument être solide défensivement. Et puis, alors, il faut profiter de réconversions rapides. Mais là, pour le moment, contre les équipes du top, c'est quand même 3 buts, c'est quand même pas beaucoup. On passe évidemment à Manchester United avec l'occasion pour United qui est pour le moment à égalité avec Liverpool, mais avec un match de moins. Donc, si United prend ne fût-ce qu'un point dans ce match, il se passe seul en tête du classement. Et cette équipe de United reste quand même sur une série, Christian, de 12 matchs de Première Ligue maintenant sans défaite. Formidable performance, 33 buts marqués. On l'avait évoqué dans un Zoom précédent. Le fait d'être performant dans tous les domaines, c'est-à-dire difficile à contrer, difficile à anticiper, parce qu'on est capable de marquer aussi bien sur du jeu dominant placé, mais surtout, le plus important, ce qu'on évoque depuis le début, c'est les alternatives. 8 buts sur jeu dominant rapide, ça c'est formidable. 6 buts sur jeu direct, ça permet en fait de jouer avec un bloc équipe plus bas, d'être en attente et de pouvoir se reconvertir rapidement. 6 buts sur phase arrêtée sans penalty et surtout 5 penalties qui sont la conséquence en fait d'une provocation dans le rectangle adverse. Et ça, c'est aussi une arme incroyable. Je ne sais pas où ils vont s'arrêter, mais en tout cas, je les vois très haut cette saison parce qu'il y a ces différentes options offensives qui sont difficiles à contrer. Solskjaer, qui a été souvent critiqué, a maintenant trouvé son équilibre offensif. Et surtout, les performances des différents joueurs et surtout l'apport de Bruno Fernandes qui a fait un bien fou dans cette équipe depuis son arrivée. Rashford, Anthony Martial qui revient, Cavani qui revient aussi, qui est là aussi comme une option supplémentaire. C'est très très solide. Et chose assez incroyable, si Manchester United va prendre un point, on va gagner du côté de Burnley, ce serait la première fois que Solskjaer et Manchester United se retrouveraient à la première place depuis l'arrivée du manager danois. Attention quand même aux blessés, il y en a de plus en plus avec Bailly depuis ce week-end, Pogba, Shaw et Lindelöf. Mais bon, il y a quand même un noyau assez étoffé du côté de United. Match pour la première place, donc pour United, à suivre mardi à partir de 21h15. Et on passe au mercredi. Premier rendez-vous du mercredi, Manchester City qui accueille Brighton à 19h. Christian, cette équipe de Manchester City donne l'impression d'aller beaucoup mieux. On a même l'impression d'avoir retrouvé le City d'il y a 2 saisons. Alors que dans beaucoup de clubs, quand on fait une série et que ça ne va pas, généralement l'entraîneur passe à la trappe. Là, l'entraîneur a été renforcé et prolongé. C'est pas n'importe quel entraîneur. Non, pas n'importe quel. Enfin bon, on a déjà vu des entraîneurs de renom qui passent à la trappe aussi quand les résultats ne suivent pas, surtout quand on est dans un grand club. Mais ici, en tout cas, il y a eu une réaction magnifique de la part de l'équipe et ça fait 7 matchs sans défaite, 5 victoires de partage, 5 clean sheets, 14 buts. Alors, on a vu que le jeu offensif est très, très important, mais comme d'habitude, il faut d'abord toujours savoir bien défendre. Et là, c'est magnifique. Regardez le nombre les buts qui ont été marqués dans ces 7 matchs. Il y a des passages par l'axe, comme ils aiment bien le faire, par les 4 passes qui viennent de la zone devant le grand rectangle. Il y a les centres, 4 et 3. Il y a une passe qui vient de très loin, donc il y a aussi une surprise en venant dans des reconversions et dans un jeu rapide. Et alors, il y a un penalty et il y a même une touche, ce qui est très rare. Enfin, je crois que Manchester City est l'équipe qui a marqué le plus de buts sur rentrée de touche. Donc, pour le moment, il y a une réaction exceptionnelle et tout va très bien. Tout va très bien aussi au niveau défensif. Meilleure défense du championnat avec un Ruben Dias qui s'installe comme un véritable patron. Donc, il y a maintenant un véritable équilibre. Même son Agüero, on a vu notamment lors de la victoire à Chelsea avec De Bruyne en faux numéro 9 que ça a fonctionné super bien. Ah oui, c'était vraiment une surprise très étonnante, mais ça a marché. Et puis voilà, à un certain moment au début de saison, on parlait tout le temps oui, il y a eu les blessés, il y avait Agüero qui était blessé, il y avait Gabriel Jesus.
Oui, Gabriel Jesus qui était là. Et puis, ben voilà, il faut trouver des alternatives. Et il y a des alternatives venant de la deuxième ligne. C'est magnifique. Alors, ce qui pousse à l'optimisme, c'est de voir aussi le calendrier de City. 4 des 5 premiers matchs de City en championnat sont à domicile avec Brighton, Crystal Palace, Aston Villa, un déplacement à West Brom, et puis un match à domicile face à Sheffield durant cette série. C'est vraiment Manchester City qui pourrait profiter. On sait qu'ils ont 2 matchs de moins et qui pourraient finalement se retrouver en tête du championnat, en tout cas très très près de la première place. L'adversaire de Manchester City, l'équipe qui a la lourde tâche de se déplacer au stade de Manchester City, c'est Brighton. Alors Brighton, c'est une équipe quand même en difficulté. Une victoire en 14 matchs pour les Potters, Christian. On n'en parle pas souvent parce que voilà, c'est une équipe du bas de classement. Et donc, on voulait quand même montrer un aspect positif. C'est quand même, depuis l'arrivée de Trossard, il est quand même, actuellement, cette saison, il est le meilleur donneur d'assists avec 3 assists. Mais il a déjà donné 6 assists depuis son arrivée. Donc, il performe déjà aussi bien en demi-championnat cette saison que toute la saison passée. Et alors, on a voulu lui rendre hommage à notre Belge pour montrer d'où viennent ses assists. Il a donné 6 assists, 4 sur jeu dominant placé et 2 sur phase arrêtée. C'est vraiment la fonction pourquoi on l'a engagé. C'est pour ça qu'il avait ce même ADN quand il était du côté de Genk, c'est-à-dire des centres, que ce soit des centres rentrants et sortants des deux côtés, comme vous pouvez le voir, parce qu'il peut effectivement centrer des 2 pieds aussi bien à droite qu'à gauche. Et puis alors aussi les phases arrêtées où il a donné un corner sortant et un coup franc indirect sur le côté gauche en zone 2, comme on l'appelle, avec un ballon rentrant. Donc c'est quelque chose qu'on doit observer et c'est peut-être un moyen de pouvoir contrer Manchester City dans ce match. Et ce sera donc pour nous aussi un très beau duel entre Kevin De Bruyne d'un côté et Leandro Trossard de l'autre. Coup d'envoi de cette rencontre, donc mercredi à 19h. Et ce n'est pas la seule rencontre de mercredi, puisqu'à 21h15, on devrait, mais avec évidemment un gros point d'interrogation, avoir le match entre Aston Villa et Tottenham. Attention, au moment d'enregistrer cette émission, il y a un gros doute, puisqu'on sait qu'Aston Villa a joué ce week-end en Cup avec ses U23 lors du déplacement à Liverpool. Donc ce match pourrait être reporté, mais on pourrait aussi avoir finalement un match qui serait replacé entre Tottenham et Fulham. Nous, on va faire comme si ce match allait se dérouler, même si on a un doute, Christian. Et on va débuter avec cette équipe d'Aston Villa. Alors Aston Villa, voilà, ils sont les leaders sur les buts marqués sur coups francs indirects. Et c'est très important d'observer les zones où ils tirent les coups francs parce que sur le côté gauche, c'est-à-dire sur la droite de l'infographie, ils ont déjà marqué 3 buts sur coups francs indirects et on verra que ça a une incidence par rapport à l'aspect défensif de Tottenham sur l'infographie suivante. Mais voilà, ils sont leaders dans ce domaine-là. Donc attention, c'est vraiment une grosse force avec évidemment d'autres choses, mais surtout, il y a chaque fois dans chaque but des joueurs différents qui sont impliqués. On le voit sur le côté gauche de l'infographie. Le premier but, il a été marqué par Minks sur un assist de Ourian. Le deuxième, Watkins Trezeguet. Troisième, Konsa Traoré. Puis le quatrième, House. Et puis, on retrouve quand même Traoré, mais là, au but, avec un assist de Jack Grealish. Donc, tout le monde est impliqué et tout le monde a conscience que c'est un moyen de marquer très important quand on est une équipe du calibre de Villa. Attention aux phases arrêtées, particulièrement aux coups francs indirects. Alors, Villa a une équipe efficace sur phase arrêtée et c'est plutôt un des points faibles de l'équipe de Tottenham, Christian. Alors, on l'avait montré, hein, ils sont les plus mauvais en termes de ratio de buts encaissés de plein jeu par rapport aux buts encaissés sur phase arrêtée et notamment dans les dernières 10 minutes du match. Eh bien voilà, ils sont toujours les plus mauvais sur coups francs indirects. Et vous voyez, je vous avais montré dans l'infographie précédente ce côté gauche, à droite évidemment sur l'infographie, mais ce côté gauche qui est le point fort d'Aston Villa. Bien ici, c'est le point faible de Tottenham, tout en sachant qu'ils restent quand même sur une clean sheet avec la victoire 3-0 à Leeds. Donc là, ils n'ont pas encaissé ni dans les dernières minutes et ni sur phase arrêtée. Mais ça peut être un point important
dans la réalisation du match. Et une équipe de Tottenham qui ensuite s'est aussi qualifiée pour la finale de la Coupe de la Ligue et s'est qualifiée en Cup ce week-end. Donc attention, Aston Villa, une équipe touchée par le Covid, pourrait ne pas recevoir Tottenham mercredi et ce match pourrait être remplacé, beaucoup de conditionnels, par la rencontre entre Tottenham et Fulham à confirmer dans les prochaines heures. Un seul match programmé jeudi à 21h. Arsenal accueille Crystal Palace. Alors, il n'y a pas si longtemps, on parlait d'une lutte pour le maintien pour Arsenal. Depuis, il y a eu 3 victoires consécutives en championnat, plus une victoire en Cup. Alors, est-ce que c'est une renaissance du côté des Gunners ou alors un simple rebond? Je ne sais pas, hein, Serge, on verra dans les matchs qui vont suivre, mais en tout cas, sur les 3 derniers matchs, la production offensive était présente avec 8 buts marqués. On voit que ça vient de partout sur des actions individuelles. Ça passe par l'axe, ça passe par les flancs. On a même vu un magnifique centre-tir qui a terminé dans le filet latéral contre Chelsea. Il y a eu un coup franc, il y a eu un penalty. Et surtout, il y a la productivité de Lacazette qui nous a mis 4 buts. On avait montré déjà dans une infographie précédente, dans une autre émission, qu'il adorait les ballons qui viennent des centres. Eh bien voilà, c'est toujours le cas. Il est présent, ça fait du bien à Arsenal. Maintenant, il faut que ça continue. Bon, Lacazette fait ce qu'Aubameyang ne fait pas encore du côté d'Arsenal, mais il y a aussi l'apport des jeunes, Christian, avec le jeune Saka, avec Smith Rowe, avec un Tierney retrouvé parce qu'il a maintenant beaucoup plus de place sur le flanc gauche. C'est ça aussi le renouveau d'Arsenal. Ben c'est ça, c'est de trouver des alternatives quand les choses ne vont pas. Et alors, c'est souvent l'occasion aussi de pouvoir lancer des jeunes et de leur donner la possibilité de montrer leur talent. Et quand ils le font et que c'est productif pour l'équipe, c'est double banco, en fait, c'est bien. Et on termine donc avec l'adversaire d'Arsenal jeudi soir, c'est Crystal Palace. On sait que cette première ligue, ce championnat est assez imprévisible, avec des hauts et des bas à peu près pour tout le monde. Mais Crystal Palace, c'est quand même un exemple assez marquant. C'est une équipe capable de perdre 7-0 face à Liverpool et de faire un bon résultat dans le week-end d'après. Mais ça dépend aussi, surtout, d'un joueur, Christian. Ça fait 2 saisons que ça dépend d'un joueur, c'est-à-dire de Wilfried Zaha. Il a déjà marqué 8 buts. Le problème dans ce système-là, c'est que on en fait vraiment la star de l'équipe et alors ça fait beaucoup d'ombre pour les autres et c'est pour ça que Benteke et Batshuayi ont énormément de difficultés à s'imposer et à être productifs. Mais en tout cas, lui, Zaha, il remplit sa fonction, c'est-à-dire 8 buts. Et chaque fois qu'il a marqué, vous pouvez voir donc dans le tableau, chaque fois qu'il a marqué, eh bien, ça s'est terminé par une victoire ou par un match nul. Donc, Zaha productif, Crystal Palace gagne des points. Donc, maintenant, il faut que ça continue. Le seul souci, c'est comme vous l'expliquez, Serge, c'est que quand Zaha ne marque pas, on a en fait le phénomène inverse avec des défaites 7-0 et des choses comme ça. Donc, c'est un peu embêtant quand il y a qu'une option offensive. Ouais, c'est vrai que Benteke, bon, ça va un petit peu mieux parce qu'il a réussi à marquer dans les dernières semaines. Batshuayi a joué en Cup, ça n'a pas été très concluant. Donc, ça va être un petit peu tout seul sur sa planète, mais il est souvent bon face à Arsenal et Crystal Palace. Depuis quelques saisons, réussit de très bons résultats face aux Gunners. Donc, ça reste un match intéressant. Oui. Et peut-être plus équilibré que ce que l'on pourrait penser. En tout cas, ben voilà pour cette présentation des 6 rencontres donc entre mardi et jeudi. On se retrouvera à fin de semaine pour un nouveau numéro de WOOZOOM et on parlera évidemment, notamment de ce match très attendu Liverpool-Manchester United du week-end prochain. Merci Christian. De rien, Serge, merci à vous. On se retrouve donc fin de semaine et on vous souhaite évidemment beaucoup de plaisir devant la Première Ligue sur Vous Sport World. Passez une bonne semaine et à très bientôt. Bye bye.